Les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On va commencer presque à l'heure ce soir. J'ai le plaisir de vous présenter Pascal Armata, qui ce soir va nous parler, alors pas tout à fait de Jean Moulin, mais de quelqu'un qu'il a beaucoup croisé, une personnalité assez peu connue finalement, qui est le commissaire Porte. Alors Pascal Armata, il a un parcours très intéressant, puisque personne n'est parfait, c'est pas un historien de métier à la base, c'est un policier, un officier de police, qui s'est pris de passion pour ce commissaire Porte. Et c'est très intéressant pour nous d'avoir cette approche-là, puisque c'est des métiers, l'histoire et la police qui demandent la même rigueur. Pour autant, c'est pas tout à fait les mêmes méthodes et c'est pas les mêmes compétences. Et on est toujours très friand d'une approche un tout petit peu décalée, mais voilà, qui va nous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur cette figure un peu oubliée jusqu'à maintenant. Donc merci de vous y être intéressé, qui est ce commissaire Porte que Jean Moulin va croiser à plusieurs reprises. Et bon, évidemment, leur chemin se sépare en 1943. Donc je vous propose d'écouter M. Armata pendant environ 1 heure et on échangera avec lui ensuite. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Je voudrais en propos liminaire remercier Madame la directrice pour son accueil et puis Madame Fayet aussi pour avoir organisé ce moment. Remercier la technique et puis la vidéo, Morgane. Voilà pour les remerciements. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de découvrir la magnifique exposition sur la vie de Jean Moulin. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Il y a dans la lumière du mobilier, il y a des effets vestimentaires, soit officiels, soit privés. Il y a des déclarations, il y a des films, il y a des images, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est en lumière. Et dans l'ombre, il y a Charles Porte. Alors, on découvre une affiche qui fait état du 150e anniversaire de la Révolution, et c'était le 14 juillet 1939. Or, ce jour-là, c'est la première sortie officielle de Jean Moulin et de Charles Porte à Chartres. Je vais bien sûr revenir sur la vie de Charles Porte, mais je voudrais faire un lien avec l'exposition actuelle. Et puis, si vous continuez à cheminer, vous allez découvrir une grande table avec des noms. Ce sont les noms des syndicalistes, des politiques qui ont participé à la fameuse réunion fondatrice du CNR au 48 rue du Four à Paris. Alors, où est Charles Porte à ce moment-là? Eh bien, il est tout simplement au pied de l'immeuble en train de protéger cette réunion. Et il était l'officier de sécurité de Jean Moulin. C'était son homme de confiance. Et donc, à cette occasion, Jean Moulin l'avait chargé de cette mission. En continuant l'exposition, vous allez voir un rapport qui contient des renseignements qui avaient été décrits par Charles Porte pour tenter de faire libérer Jean Moulin. C'est pareil, j'y reviendrai ultérieurement. Et puis enfin, vous allez découvrir un manteau. Et ce manteau, il appartenait à Jean Moulin. Quand sa sœur Laure a appris le décès de son frère, elle l'a proposé à Charles Porte. Seulement Charles Porte était un petit peu corpulent et le manteau ne lui allant pas, il a décliné cette proposition. Voilà, donc il y a un lien subliminal avec le personnage dont je vais vous parler, qui est Charles Porte. Alors comment j'en suis arrivé ici? Il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus à quelle époque, ici même, il y a Jean-Marc Berlière, un professeur émérite de faculté, qui avait exposé, il avait écrit quelques années auparavant un ouvrage concernant les policiers français sous l'occupation. Et dans cet ouvrage apparaissaient bien sûr plusieurs noms de fonctionnaires de police dont les cas étaient vraiment particuliers
Et parmi ceux-ci figurait le nom de Charles Porte. Il y a un deuxième élément qui a attiré mon attention, c'est qu'il était né à Villeurbanne. Et en plus, c'était titré qu'il était ami de Jean Moulin. Donc ça a aiguisé un petit peu ma curiosité. J'ai travaillé sur le personnage et au fur et à mesure, bien sûr, des découvertes, je me suis aperçu que je n'avais pas à regretter mon choix. Alors Charles Porte, c'est une personne, comme je vous l'ai dit, qui est née à Villeurbanne. Son père était menuisier ébéniste et puis il est venu s'installer, le père, sur Villeurbanne en suivant l'industrialisation du bassin lyonnais. On est au début du XXe siècle et Lyon est en plein essor. Donc il a profité de ce mouvement pour partir de son petit village qui était Étoile sur Rhône, dans la Drôme. Et il est venu s'installer aux 4 rue Meunier. Pour ceux qui connaissent, c'est le quartier des Maisonneuves. Il était en concubinage avec une femme qui, parce que lui, tout simplement, n'était pas divorcé. Il était en instance de divorce, mais le divorce n'étant pas prononcé, il était en concubinage et il a eu 2 enfants, dont Charles Porte. Très vite, la famille, elle déménage et elle va s'installer dans le sud parce que Madame Calaman, elle était originaire d'Istres. Et comme le père n'allait pas bien, donc ils se sont déplacés dans le sud. C'est ainsi que le petit Charles Porte, il grandit dans ce milieu-là et il perd rapidement son père. Sa mère se remarie, le couple est en difficulté financière, il y a de la violence verbale qui tend parfois presque à la violence physique. Donc c'est pas le milieu idéal pour s'épanouir. Et lui, ce qu'il fait, il étudie à l'école, mais en dehors de ça, il va au Vieux-Port et puis il rêve de grand large, il rêve de la mer, il rêve des bateaux. Si bien qu'à 16 ans, il s'engage dans la marine marchande et il part pendant 3 ans, voguer sur les mers et océans. Il revient, pas de boulot, bon, il exerce quelques petites jobs comme ça, mais qui sont pas forcément passionnants et qui ne le conviennent pas en tout cas. Et il va partir à l'armée, dans la marine, pendant 2 ans. Au retour, même problème, mais là, il apprend que la police recrute. Elle recrute ceux qu'on va appeler les gardiens de la paix, et qui s'appelaient auparavant agents de police. Donc il passe le concours, il le réussit, et le réussissant, il a un emploi stable, donc il peut se marier et avoir une petite fille. La police lui plaît énormément, il a de bons résultats, il a des bonnes notations, ce qui va l'encourager à passer le concours d'inspecteur, sachant qu'à l'époque déjà, les concours dans la police sont très difficiles à avoir. Il réussit le concours d'inspecteur, et puis, attiré toujours par l'envie de mieux faire, il tente le concours de commissaire de police, qu'il réussit. À partir de là, il y a toute une aventure qui va s'engager, puisqu'on n'est pas loin de 1939. Donc il va être affecté à Versailles, à l'aéroport d'Orly. Et puis, il y a l'affectation de Chartres qui se profile à l'horizon. Il accepte le poste et il rejoint Chartres au mois de juillet 1939. Donc on est à peu près à 5 mois de la nomination de Jean Moulin dans le département d'Eure-et-Loir. Je reviens à l'affiche, puisque là, ce fameux 14 juillet, il y a cette sortie officielle, et très très vite, il y a une connexion qui se fait entre les 2 hommes. Alors ils sont d'origine méridionale, certes, mais il y a cette alchimie qui permet à ces 2 fonctionnaires de s'entendre d'une manière plus que professionnelle, puisque ça va déboucher sur une relation amicale et complice. Alors, les événements en 1939 s'accélèrent. Il y a bien sûr le pacte germano-soviétique qui oblige le gouvernement à prendre des décisions assez fortes. Et Jean Moulin, du reste, il l'a toujours dit, lui, il a appliqué fidèlement les décisions gouvernementales, à savoir les saisies de journaux, notamment le journal Ce Soir. Voilà. Et Charles Porte est dans le même esprit, c'est-à-dire que tous les 2 sont républicains, des républicains convaincus, et ils sont fidèles aux institutions. Donc, ils appliquent ce que le gouvernement a décidé. Il est bien noté, et
et tout semble aller pas trop mal dans son métier, sachant que c'est un grand professionnel. C'est un flic qui est un vrai flic, un flic à l'ancienne, un gars de terrain. Et il solutionne quand même pas mal d'affaires. Alors, bien sûr, ça va tomber sur sa première grosse affaire, sur un individu qui, dans un café de Chartres, se met à inciter les militaires à déserter. Il critique Daladier, il critique tout ce que le gouvernement peut faire. Et ça revient aux oreilles de Charles Porte, qui s'aperçoit que c'est un individu, effectivement, qui est communiste, qui a la propagande facile en faveur des communistes. Donc, il décide de l'arrêter. C'est une affaire qui est un peu significative, je ne vais pas trop m'arrêter dessus, mais c'est le début de ce qui semble être un anticommunisme. Mais je pense que son anticommunisme à Charles Porte, il est surtout lié au fait qu'il y a eu ce pacte germano-soviétique. Et on arrive en 40. 2 novembre 40, il y a Jean Moulin qui est invité à partir. Donc il démissionne. Charles Porte se retrouve sans son préfet, comme il le dit, parce que pour Jean Moulin, Charles Porte était son commissaire, et l'inverse, c'était son préfet. Donc ils sont séparés. Charles Porte dit à ce moment-là à Jean Moulin, écoutez, moi je ne veux pas rester à mon poste, je vais vous suivre, et on va être en résistance ensemble. Ce à quoi Jean Moulin a répondu, non, parce que là où vous êtes, vous serez beaucoup plus utile pour combattre l'occupant. Donc il s'y résout, mais avant de partir et quitter son poste, il se voit remettre une carte d'identité qui a été établie par Charles Porte. Alors vraisemblablement, je n'ai pas le détail, mais je pense, avec le chef de cabinet de la préfecture d'Eure-et-Loir, qui s'appelait Jean Descôtes, et ce monsieur était aussi dans la falsification, la fabrication de fausses pièces d'identité. Donc elle est remise à Jean Moulin, et Charles Porte voit arriver un nouveau préfet qui s'appelle Charles Donati. Et inutile de vous dire que ce préfet-là, il est complètement différent, et du reste, il n'y a pas d'atome crochu entre les deux hommes. Charles Porte continue à faire son boulot, hein, pour ça il n'y a pas de souci, mais il n'y a rien du tout hein, entre eux, il n'y a pas de connivence, pas de complicité, rien du tout, c'est purement administratif. Porte, lui, c'est un gars qui a été rapidement qualifié, quand on regarde un petit peu les archives, comme quelqu'un de fidèle et de profondément honnête. Il y a un exemple que je cite volontiers. Lui ne voulait pas qu'il y ait de passe-droit pour les gens qui voulaient avoir accès au commerce en général, aux produits. Et il avait monté dans son commissariat une toute petite structure, je ne sais pas si le terme économique est bon, mais en tout cas qui s'occupait du marché, sachant aussi que c'est une période où il va y avoir une inflation de textes en matière économique. Hein. Et donc il voulait que tout le monde puisse avoir accès aux produits. Et il trouvait aussi que certains produits augmentaient de manière exagérée. Et donc il a pu ainsi faire baisser le prix du litre de lait de 20 centimes. Bon, c'est peut-être symbolique, mais ça démontre néanmoins son esprit. C'est pareil pour le marché noir. Il va lutter, et je le décris, je fournis aussi quand même des affaires, simplement pour quantifier le volume extraordinaire de marchandises qui se faisaient sous le coup du marché noir. Donc, il continue son activité, et là, il y a à nouveau une promotion, il y a un changement de préfet. On est en 1941, fin 41, donc Donati est resté à peu près 1 an. Et là, c'est un préfet qui s'appelle Le Baube qui arrive. Alors, Le Baube, il a cette particularité, c'est que c'est quelqu'un qui a une ambition démesurée, et lui, son but, c'est surtout d'arriver au niveau ministériel pour faire la purge dans la préfectorale.
Et en attendant d'avoir fait la purge dans la préfectorale, il l'a faite à son échelon au niveau des maires. Il était à Pontoise avant et il a viré pas mal de maires de cette façon. Bon, autant vous dire que le courant passe pas beaucoup non plus, hein, mais le Beaube, lui, il peut s'appuyer sur Charles Porte parce qu'il sait très bien qu'il a des résultats. Et donc, comme il a des résultats, il peut justifier de son activité auprès du maire, parce que je vous rappelle qu'à cette époque, la police était municipale. Donc, Charles Porte, lui, il fournit les chiffres qu'il faut au maire, au préfet, ils s'en satisfont. Jusqu'au jour où il y a une affaire qui va être impactante sur le futur de bien des personnes. C'est l'affaire de la tentative d'incendie de la librairie allemande de Chartres. Je ne sais pas si pour certains ça parlera, mais cette librairie était tenue par Erich Goetz, qui était l'amant de Madame Touzeau. C'était la tondue de Chartres qui a été traitée et qui a fait l'objet d'une photographie de Franck Cappa. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Donc on a trois résistants qui, un dimanche 15 mars, à 6h30 du matin, donc le jour et l'heure ne correspondaient pas à l'affluence du public, donc ils entreprennent de mettre le feu à la librairie allemande de Chartres. C'était une mauvaise idée parce que ça a été reconnu bien après, mais c'était sans conséquence, mais surtout la première des conséquences, c'était d'alimenter la violence des Allemands. Et là, il y a tout un enchaînement qui va se dérouler. Alors, on s'imagine la pression qu'il y a de la part du maire pour retrouver les auteurs. Donc, il avait déjà diffusé un message appelant à la délation. Il y a le préfet qui avait fait de même. Il y a les Allemands qui étaient là pour presser. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le procureur de la République. Donc, tout ce monde voulait absolument que l'enquête aboutisse. Elle traînait, enfin, elle n'a pas traîné trop longtemps, mais Charles Porte n'avait pas du tout d'indice. Simplement, il y avait une chose, c'est qu'il y avait une pierre qui avait été projetée dans la vitrine, suivie d'un engin incendiaire. Donc, c'était le même mode opératoire qui avait eu lieu dans d'autres villes françaises. Le directeur du labo de Paris s'était déplacé, donc c'était une affaire qui était très conséquente. Un exemple, donc l'attentat a été commis à 6h30. Charles Porte n'a pas pu rentrer dans la librairie pour faire les constatations avant l'arrivée d'un inspecteur de la sûreté allemande. Ça devait être à peu près à 8h du matin. Donc vous voyez comme quoi la police française, elle ne pouvait pas non plus agir comme ça. Donc on le presse, Charles Porte, et le préfet lui dit, si jamais ça ne sort pas, j'appelle les brigades spéciales de Paris. Et on sait très bien que ces brigades spéciales faisaient du dégât parmi les résistants. Et Charles Porte, lui, s'est dit, si jamais ils arrivent, moi, les réseaux que j'ai commencé, il y avait un embryon en 41, 42, début 42, c'était embryonnaire, ça commençait quand même à naître, il y avait des contacts, mais lui, il ne voulait surtout pas casser la dynamique. Et puis, il ne faut pas se cacher non plus, il craignait aussi pour lui. Donc, comment sortir l'affaire ? Il doit la sortir quoi qu'il en soit. Il n'a pas le choix, il doit la sortir. Donc, ce qu'il va faire, eh bien, il va, comme on peut faire quand il y a des enquêtes, on tape à côté, puis c'est un peu comme l'eau. Quand on jette un caillou, on voit les ondes et il y a toujours quelque chose qui ressort. Là, il va arrêter un sympathisant communiste qui sait détenir des brochures, des tracts, etc. Donc, comme c'était formellement interdit de détenir ce genre de documents, eh bien, il a été épinglé pour ça, ce jeune. Donc, il y a eu des perquisitions de fait. Mis à part les tracts et tous ces documents, il n'y a pas grand-chose en lien avec l'affaire de la librairie, sauf qu'enfin, l'enquêteur, il remarque que ce jeune-là, qui s'appelle Bruce, était employé dans une pharmacie. Et là, il fait le lien avec les produits employés. Donc il dit, punaise, il y a un lien. Il y a un lien automatiquement entre les deux. Et vous pouvez deviner que la police de l'époque et la police de maintenant sont tellement différentes que les droits de l'homme et tout ça, c'était un petit peu... Il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait rien du tout.
Donc, on peut supposer, mais ça, on n'a pas la preuve, qu'il y a eu un interrogatoire un petit peu musclé, puisqu'il a été repris à 4 reprises. Et il s'enfonçait dans les mensonges. Donc, une fois que l'individu ment une fois, il va mentir une deuxième fois en disant « mais la formule, je l'ai trouvée dans le Dorveau ». Alors, le Dorveau, c'est la Bible des pharmaciens ou des médecins. Et ces portes y vérifient, bien sûr, et il n'y a rien du tout dedans. Donc, un autre mensonge, et ça s'empile, et il arrive à parler. Il retourne faire une perquisition chez lui, effectivement, dans un cabanon, il trouve les produits similaires à ceux qui avaient été utilisés pour tenter d'incendier cette librairie. Bref, donc il balance des noms, et l'affaire, elle va sortir. Il y en a 3 qui sont impliqués directement dans l'acte, mais il y en a 8. Il y a 8 jeunes qui vont être interpellés, avec des destins qui vont être différents. Donc, Charles Porte, lui, il rapporte les faits, tout ce qu'il a fait, et puis ses arrestations, la hiérarchie, vous le devinez. Et les Allemands sont contents. Et Charles Porte profite pour partir quelques jours pour rencontrer Jean Moulin et prendre les nouvelles instructions. Donc, il est toujours en contact avec lui, et ils avaient décidé de se revoir. Donc, il part. Là, les Allemands, il se passe un événement particulier à Paris. Il y a un soldat allemand qui s'appelle Karl Roland, qui marche au milieu de la rue Erlanger avec une Française qui est à son service. Et dans son dos, il y a un cycliste qui surgit avec une arme de poing, qui tire et qui tue l'Allemand. Et bien sûr, il y avait, comme vous le savez, le code des otages, c'est-à-dire que les Allemands considéraient que pour un soldat tué, il fallait exécuter entre 50 et 100 otages. Malheureusement, ça correspond à la période où les 4 Chartrains sont internés, ils sont en prison. Et là, les 4 noms figurent en tête de liste pour être les premiers à être exécutés. Et c'est ce qui va se passer. Ils sont exécutés en avril et les familles ne savent même pas qui sont les personnes. Ils ne sont pas du tout au courant. Même l'administration ne le sait pas. Et Le Bourbe, qui pourtant est un sympathisant nazi, quand il voit qu'il y a ces exécutions qui sont à ses yeux démesurées par rapport à ce qui a été commis, il monte à Paris voir de Brinon, l'ambassadeur de France auprès des Allemands, et il veut au moins sauver ces 4 jeunes, mais il n'a même pas les noms. Les Allemands lui communiquent aucun nom, rien du tout. Donc il y a des exécutions, un par un, attachés à une grille, à côté de Chartres. Hein. Et voilà, pendant une semaine, donc, les familles ne sont pas avisées. Charles Porte, il rentre de Marseille, et là, le préfet lui dit, on a 4 Chartrains qui ont été exécutés. Alors, quand il a appris la nouvelle, il en a pleuré, mais très vite, il a dit au préfet, et ça fallait avoir à l'époque le courage de le dire, je vous emmerde, vous et les Allemands. Il n'y a pas eu de conséquences, bon. Mais néanmoins, sa réaction, en tout cas, témoigne du fait qu'il ne pouvait pas anticiper l'exécution de ces garçons. Donc, bien sûr, là, ça va être le déclenchement de pas mal de soucis, parce que les communistes ne vont jamais oublier Charles Porte. Pour eux, c'est lui et c'est la police française qui a livré ces jeunes aux Allemands. Voilà. Donc, dans cette situation-là, Charles Porte, il est mal à l'aise, et il va chercher alors à partir à plusieurs reprises, il va demander des congés, ça attire un petit peu l'attention des Allemands. Néanmoins, en cette année 1942, lui, il fait partie du réseau de Manès, qui s'appelle le réseau Frédéric, et il commence à développer ces réseaux de résistance. Et pour le faire, il a 2 appuis déjà dans le commissariat, 2. Hein, et il fallait que les personnes soient de confiance, parce qu'on ne savait pas, je pense à l'époque, ce que pensait le collègue, s'il était pro-allemand, anti-allemand, pro-résistant, anti-résistant. Donc, il a 2 personnes, sa secrétaire et un inspecteur de police.
Donc ils sont impliqués, eux, par l'intermédiaire, l'une du mari, l'autre par le gendre, dans ces réseaux. Et il va être nommé chef du BOA, Bureau des opérations aériennes, en Eure-et-Loire. Donc sur le plan plus élargi, c'est Jean Ayral qui est à la tête, avec comme adjoint Paul Schmitt. Et c'est Jean Moulin qui l'a mis à la tête du BOA. Donc lui, Charles Porte, comme il dit moi je suis le représentant de Jean Moulin en Eure-et-Loire, comme Jean Moulin est le représentant du général de Gaulle en France. Voilà. Donc il lui fait complètement confiance, et Jean Ayral aussi, dans la mesure où ils s'entendent d'entrée effectivement très très bien, et il va lui fabriquer des faux papiers. Hein, et ces faux papiers vont être retrouvés sur le cadavre de Jean Ayral quand il va être exécuté un peu plus tard en 1944. Donc il trouve de quoi faire des caches d'armes, il trouve les hommes, il entreprend aussi de faire des fausses pièces d'identité. Alors des fois, c'est un faussaire hors norme, hein, et puis un filou, ce Charles Porte. Il y a l'un de ses gardiens de la paix qui part à la retraite. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il pique son identité et il se fait faire une fausse identité. Alors il y avait quand même presque 30 ans d'écart, il a modifié simplement la date de naissance. Et il a fait de même avec l'un de ses amis qui lui, était le directeur des Nouvelles Galeries. Il lui a piqué le nom et puis il a fait ses faux papiers. Donc, sur le domaine opérationnel, il a repéré deux terrains pour les atterrissages, parce que Jean Ayral avait dit, si c'est de l'amateurisme comme c'est actuellement, on ne s'engage pas. Il y avait des mouvements, je parle de l'Eure-et-Loire hein, uniquement, hein, bien sûr, hein. Il y avait des mouvements de résistance éparses, mais il n'y avait rien de coordonné, c'était insignifiant. Et des fois, ça déclenchait même la colère de ceux qui voulaient lutter contre, parce que ça déchaînait les Allemands alors qu'il n'y avait rien de significatif, ça leur portait pas de préjudice, mais néanmoins, les Allemands voulaient de la répression. Donc, ils repèrent un terrain d'atterrissage et là, il va engager les moyens. C'est lui qui va diriger une première opération de parachutage de matériel radio qui va se réaliser. Et il y a 12 colis qui sont parachutés. Il y en a un qui va se perdre. Il va être rapidement ramené par un habitant à la gendarmerie. Et heureusement, ça échappe aux recherches, tout simplement parce que peu de temps avant le largage, il y a un avion qui s'était écrasé et ils ont attribué la perte de ce colis-là à l'avion qui s'était scratché. Ce matériel, pour partie, il part à Paris, et pour une autre partie, il est caché chez un résistant qui s'appelle Gagnon. Alors, je vous dis ça parce que ça a des conséquences énormes. Ce matériel devait être récupéré par 2 résistants. Et un jour, ces résistants viennent, mais parmi ces résistants, il y avait un jeune de 20 ans qui avait été retourné par la Gestapo. Il a balancé donc celui Gagnon, qui avait reçu le matériel, mais également le chef du BOA, c'est-à-dire Charles Porte. Ce que je n'ai pas pu par contre expliquer, c'est la différence dans le temps entre le fait que les Allemands apprennent finalement le jeu de Porte et puis la non-arrestation immédiate. Il y a ce laps de temps qui court. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a une raison, certainement, mais je ne l'ai pas vu. Mais Porte, de toute façon, il se sait surveiller. Quoi qu'il en soit, il se sait surveiller et il fait une demande de mutation. Il répète les demandes de congé. Il veut s'éloigner. Là, je pense qu'à un moment donné, les Allemands disent on va arrêter, on va l'arrêter. Mais il fait une erreur. Le chef du SIPO-SD, la sûreté allemande, qui s'appelle Kreutzer, il va demander à Lebaube de convoquer Porte dans leurs locaux. Donc Porte, lui qui s'était absenté, il reçoit le message de sa secrétaire. Il sait très bien que c'est un piège. Aller à la commandanture, comme ça, pourquoi faire? Donc il fait répondre qu'il y va. Et pendant ce temps-là, il quitte le commissariat. Il est 11h moins 20. Il va voir l'une de ses connaissances qui s'appelle Madame Ossola, Marguerite Ossola, qui sera plus tard sa femme.
Et cette dame lui donne les coordonnées du couple Hardy. Alors attention, je précise tout de suite ici, ça n'a rien à voir, aucun lien de parenté avec René Hardy, hein, qui s'appelle Hardy. Voilà, ils sont sur Paris, ils sont sur Neuilly précisément. Donc Charles Porte va dans une petite gare près de Chartres et part à Paris. Une fois à Paris, ben, il a quand même ces contacts-là, puisqu'il a ce couple. Et il commence à développer son... Il refait pareil, en fait. Hein. Il se réintroduit à nouveau dans le cercle de la résistance pour trouver des armes, pour trouver des cages, pour faire des faux papiers. Et voilà. Donc là, il y a une période où il va y avoir toute cette construction. Il faut savoir une chose, c'est que être policier n'est surtout pas un gage disons de sécurité pour les résistants. Hein. Et il va rentrer, c'est important aussi pour lui, dans une structure qui s'appelle Honneur de la police. C'est un mouvement qui est très important. Il fait suite à l'armée des volontaires d'André de Poncet. Il a été fondé par un commissaire de police qui s'appelle Duban, Edmond Duban. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a une promotion de commissaire de police qui a été appelée promotion Edmond Duban. C'est un commissaire qui a fait un travail énorme dans la mesure où il a noté tous les fonctionnaires de police selon leur implication ou non, soit du côté allemand, soit du côté de la résistance. Il avait un barème de 1 à 7. 7, c'était traître, 1, bon patriote. Là, il a relevé qu'il y avait 275 fonctionnaires de police, je parle juste de la préfecture de police de Paris, hein, bien sûr, hein. 275 fonctionnaires de police qui étaient des traîtres. Alors, bon, ça peut sembler peut-être pas beaucoup au regard du volume du personnel, mais juste l'étape en dessous, c'était collaborateur, vous voyez, donc il y avait quand même une ligne rouge qui avait été franchie par pas mal de fonctionnaires de police. Ils entreprennent de projeter un attentat contre la rue Lauriston, la fameuse bande de la Carlingue, dont vous avez certainement entendu parler, qui a fait l'objet d'un film avec Michel Blanc. Et cette bande de la Carlingue a été composée de policiers, d'un ex-policier, Bonny, et puis de Lafont, Henri Lafont. Il y avait des voyous, et si bien qu'il y avait une situation paradoxale, à savoir que les policiers qui étaient en charge d'arrêter des gens contre lesquels il y avait des mandats d'arrêt, c'était le contraire. C'était les gens de la rue Lauriston qui étaient des délinquants qui allaient arrêter les policiers dans leur service. Ou alors qui interpellaient une patrouille de police pour les tabasser parce qu'ils étaient intervenus sur un conflit de voisinage, mais qui intéressait directement certains membres de la Carlingue. Donc c'est une entreprise qui a été délicate, hein, qui a cette officine, mais néanmoins avec d'autres résistants comme Girardet, comme Gagné, des policiers sûrs et fidèles, parce qu'il y en a eu. Ils ont préparé cet attentat. Malheureusement, il y a certainement un policier qui a parlé, parce que quelques jours auparavant, il y a eu des arrestations dans les milieux de la police. Alors, bon, il n'y a pas de certitude sur les révélations qui ont été faites, mais toujours est-il que lors de la réunion préparatoire, juste avant l'exécution donc, de leur mission, ils sont réunis à la brasserie Simmer, qui est place du Châtelet à Paris. Ils sont au 3e sous-sol. Là, Edmond Duban, il apprend que la réunion est grillée. Il apprend hein, de plusieurs sources, la réunion est grillée. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce à la brasserie Simmer pour dire à ceux qui participaient de partir. Et il arrive au sous-sol, 10 secondes après, la brasserie est envahie par les Allemands et ils sont tous arrêtés. Donc, Duban, lui, je reviens à lui parce qu'il a vécu un épisode qui est très, très dur, à savoir que les Allemands sont allés perquisitionner chez lui. Il avait un enfant de 2 ans et demi.
Et ils recherchaient cette fameuse liste dont je vous ai parlé concernant les fonctionnaires de police. Et comme il n'avouait pas, ils ont suspendu le petit par les pieds et ils l'ont frappé à plusieurs reprises contre le mur. Ce qui a eu pour conséquence la perte d'un rein. De son côté, Charles Porte, il a été également torturé. Et il y a eu 2 convois donc emprisonné à Fresnes, Compiègne, Royal-Lieu, et après, bien sûr, la destination Allemagne dans les camps de concentration. Il y a eu 2 convois, à savoir qu'il y a eu le convoi de tous ceux qui ont été interpellés dans la brasserie Simmer, à l'exception de Charles Porte, je ne sais pas pourquoi, mais ce convoi-là est parti, et l'un des policiers avait un couteau sur lui, il a réussi à faire une ouverture dans le wagon, et ils ont réussi à s'enfuir, sauf Edmond Duban, qui lui souffrait des pieds, et comme c'était à 23h et quelques, dans la nuit noire de la campagne, avec un convoi qui était lancé à toute allure, il y avait des risques, et du reste, il y en a un qui s'est sérieusement blessé, mais Edmond Duban n'a malheureusement pour lui pas voulu suivre, alors qu'il était destiné à être exécuté. Il va mourir en tout cas dans le camp. Charles Porte, lui, il va faire 4 camps de concentration: Auschwitz, Buchenwald, Langenstein et Halberstadt. Donc, vous voyez, c'est quand même assez dur comme traitement, et ce, pendant quasiment un an et demi. Et pendant sa détention, il va avoir à nouveau affaire aux communistes. À savoir que dans ces camps, il y avait ce qu'ils appelaient l'Arbeit statistique, qui était destiné à répartir les prisonniers, soit dans des tâches un petit peu moins ardues, soit dans des tâches qui étaient vraiment, vraiment pénibles. Et cette structure était dirigée par des Français, et notamment Marcel Paul. Marcel Paul qui a participé à la libération du gouvernement de Charles de Gaulle. Et Charles Porte s'en est plaint, et il dit qu'il a été persécuté alors qu'il ne savait même pas qu'il était commissaire de police. Hein. Mais lui, d'après ses déclarations, il dit qu'il faisait ses tâches avec une grande inertie, c'est-à-dire qu'il prenait un temps énorme pour accomplir ses tâches, et il a été dénoncé, frappé par des communistes. Donc il a toujours gardé cette animosité envers ces communistes. Vrai ou faux, il y a eu des témoignages pour, des témoignages contre. Hein. Après, il faut faire... L'histoire nous met en face de faits, des fois contradictoires, et après, c'est à nous de voir ce qu'il en est. Il est retrouvé quand même mourant par les Américains, la libération des camps. Il est retrouvé mourant, et il va faire un petit séjour à l'hôpital avant de pouvoir être évacué sur la France. Donc là, il pense être tiré d'affaire. Et là, il apprend qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui et qu'il y a une ouverture d'information pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et d'intelligence avec l'ennemi. Et ça concerne les faits de Chartres, des résistants qui ont été exécutés. Donc il est descendu chez ses amis les Hardis, et comme il voit qu'il y a un mandat d'arrêt, que les communistes et la police le recherchent, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fuite. Donc il s'engage dans une seconde fuite. Autant la première, elle était, je dirais, normale dans la mesure où il se substituait aux autorités qui collaboraient. Autant dans la seconde, il est face aux autorités républicaines. Il est face à la police républicaine. Donc ça va durer pendant 6 ans, cette lutte. Et cette fuite va avoir une conséquence sur le procès Hardy. Alors pourquoi, de quelle manière? Quand il a appris que Jean Moulin avait été arrêté, il a été chargé d'enquêter à Caluire par le CNR et par Pierre Meunier
et par Claude Bouchinet-Sereul. Donc il avait pour mission, il avait deux missions en fait. Il avait la mission de libérer son préfet et il avait la mission d'enquêter sur la fuite. Libérer Jean Moulin, Daniel Cordier a tout de suite vu que d'entrée, c'était mission impossible. Pourtant, Charles Porte, lui, s'est montré très, très rassurant et affirmatif. Et il a dit, je vais y arriver. Donc il y avait de l'argent à disposition, mais seulement arrivé sur place, outre le fait qu'il voulait tuer Tony de Graff, qui était normalement chargé de la sécurité, il n'a pas pu trouver les moyens humains, matériels très très peu, pour pouvoir délivrer Jean Moulin. Et Lucie Aubrac reconnaît que c'est Charles Porte qui lui a donné l'idée pour faire évader Raymond Aubrac, parce qu'il avait repéré, Charles Porte, qu'il y avait effectivement des transferts entre Montluc et ici, sans escorte. Donc il y avait simplement des gardes à l'intérieur du camion, mais il n'y avait pas d'escorte. Donc lui, il avait vu que c'était faisable, mais il n'a pas pu le faire parce qu'il n'a pas trouvé d'homme. Alors, voulu ou pas, je ne sais pas, hein, ça c'est aux historiens peut-être de se pencher dessus. Bon, pour Raymond Aubrac, ça marchait. Il y a 3 mois d'écart. Est-ce que ces 3 mois peuvent justifier le recrutement de résistants capables d'agir ainsi? Peut-être, ça je ne sais pas. Donc, Charles Porte, lui, sur l'affaire de Caluire, il a eu écho quand même des soupçons qui pesaient sur Hardy. Et il va le rechercher. Et vous savez, Hardy, lui, il a quitté, il s'était évadé de la Croix-Rousse, et il s'était réfugié à Solignac, chez des bonnetiers, qui s'appellent Roulières. Hardy, lui, il était en terrain conquis parce qu'il était avec des représentants de son mouvement de résistance. Donc il était serein, sauf que Porte retrouve sa trace et va l'interroger avec l'un de ses copains. Et il avait dit à son copain qui s'appelle Jean Tabourin, surtout, tu ne diras rien, c'est moi qui vais l'interroger avec les méthodes à lui. Et on en saura plus. Pendant ce temps, il y a les représentants de combat qui avaient envoyé un nommé Hervé Thierry, non pas pour aider dans l'enquête, mais surtout pour être caution de Hardy. Donc quand il arrive sur place, Charles Porte, avec son ami, il se retrouve plutôt dans un terrain hostile. Et il le voit, il l'observe, il a l'habitude d'être confronté avec des gens qui sont mis en cause. Donc il observe et il voit qu'il est terriblement nerveux. Il fume cigarette sur cigarette, il tremble énormément, il a un débit élevé, et il est tendu. Bon, lui, en l'interrogeant, il a quand même ce sentiment, il a un sentiment, et je dis bien un sentiment, que c'est lui qui a balancé la réunion de Caluire. Mais seulement, son interrogatoire, il ne se déroule pas du tout comme il voulait que ça se passe, à savoir qu'il monopolise tellement la parole que lui peut poser que très, très, très peu de questions. Il rédige néanmoins un rapport qui est destiné au CNR, et dans ce rapport, eh ben, il donne son sentiment. Mais ce n'est pas un PV, ce n'est pas signé par Hardy. Donc, le sentiment d'une personne est quand même juste. C'est très juste. Donc, en 1947, quand il y a le procès de Hardy, d'une part, il n'y a pas Charles Porte, et d'autre part, il y a une remise en cause de la valeur du rapport de Charles Porte, parce que, comme disait Garçon, il sort du sac d'une femme, et la femme en question, c'était juste Laure Moulin, mais ça a été adressé d'une façon un petit peu cavalière. Mais comme il n'était pas là, eh bien, on a fait confiance au nommé Hervé Thierry, qui était sur place. Mais seulement, ce monsieur, comme il était envoyé par combat et qu'il y avait des rivalités entre les mouvements de résistance, lui, qu'est-ce qu'il dit à la barre? Il dit ah, mais Charles Porte, il a conclu comme moi à l'innocence de René Hardy. Et donc, bien sûr, la défense dit moi, j'ai un témoin ici qui est présent
qui est présent, qui est physiquement là, qui vous fait une déclaration, et de l'autre côté, vous avez un rapport qui est non signé d'une personne qui n'est pas là. Et il arrive à être, comme vous le savez, dans la Cour de justice, en 1947, il arrive à être acquitté. Donc c'est la première des choses. Pendant ce temps, Porte, pourquoi il n'a pas pu se présenter? Vous le devinez bien, il est recherché par la police, et il dit au mieux, je peux me faire arrêter, mais au pire, je peux me faire exécuter par des communistes. Donc je ne viens pas. Alors, il l'a dit officiellement, parce qu'il a été dans la salle une journée, et quand le président dit mais il est mort en déportation, alors qu'il n'était pas du tout mort forcément, mais c'est la preuve que l'administration avait eu un temps de retard. Hein. Il y a une porte qui claque, et c'était Charles Porte qui a quitté le procès, et surtout, il ne voulait pas être vu, donc il s'était grimé un petit peu. Bon, voilà. Et juste après ce procès, donc la commission d'épuration, elle était saisie. Et là, il y a une situation qui est paradoxale, à savoir qu'il y a un PV concernant la délivrance de la médaille de la Résistance qui est dressé, alors même qu'on poursuit Charles Porte. C'est une situation qui est vraiment opposée. D'un côté, la justice le recherche, la commission d'épuration le poursuit, et de l'autre côté, eh bien, on cherche à le décorer. Les Américains le font. Ils lui délivrent la médaille, Medal of Freedom, la médaille de la liberté. Voilà. Donc il est décoré et poursuivi. Jusqu'en 1949, où là, après 5 commissions d'épuration, il est blanchi. Mais lui ne le sait pas, on ne l'avise pas. Pourquoi ne l'a-t-on pas avisé? Alors que c'était possible, hein. Ils avaient le domicile de son épouse à Marseille, donc ça c'était possible. Ils ne le font pas. Certains susurrent que ça a servi au procès de 50, puisque Hardy passe à nouveau devant la justice, cette fois devant le tribunal militaire, mais cette fois sous une autre inculpation. À l'époque, on parlait d'inculpation, c'était la trahison. Donc c'était suite à l'affaire de l'interpellation dans le train de Hardy par les Allemands, et puis sa récupération par Barbie, ce qui pouvait laisser supposer qu'il avait trahi suite à cela. Donc Charles Porte en 50, il peut pas se présenter. Il ne peut pas se présenter. Volontairement fait ou pas, ça, je ne sais pas du tout. Il ne l'apprend, lui, qu'en 51 qu'il est réhabilité. Donc là, les médailles, effectivement, il est décoré à 7 reprises, hein, entre parenthèses. 7 reprises, il est décoré, notamment la médaille de la Résistance dont j'ai parlé, sachant que la médaille de Résistance, elle a été délivrée en France à 25 000 personnes seulement, dont 1100 pour les policiers. Et quand il apprend ça, il demande forcément un justificatif, parce qu'il est prudent, et là, il est réintégré à Melun. À Melun, il y a les mouvements sociaux qui se déclenchent après-guerre, et à nouveau, il est confronté à qui? Au CGT, à la CGT, donc à nouveau au communisme. Ça passe toujours pas, voilà. Et il y a un incident très grave qui va se produire, c'est que les Américains, ils ont un convoi, et lors d'une manifestation, il y a l'un des manifestants qui s'accroche au rétroviseur extérieur d'un camion avec une massue. Il veut casser le pare-brise. Le chauffeur se panique, il emboutit un mur, il écrase le syndicaliste. Et là, vous avez les titres des journaux, donc les journaux comme l'Humanité, c'était de l'assassinat. Et Porte est intervenu, puisque lui, il n'a jamais oublié ce qu'avaient fait les Américains pour lui. Il n'a jamais oublié qu'il leur doit la vie. Donc forcément, il avait des relations avec les Américains assez privilégiées. Donc, il y a des conflits qui vont se multiplier. Ça va même partir à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a l'un des députés de Seine-et-Marne qui demande la tête de Porte, puisqu'on dit, il dit, mais il a quand même été un collaborateur. Et s'il a été dans la police, c'est qu'il a collaboré. Bon, c'est des raccourcis qu'on peut prendre, qui manquent de réflexion, mais qui peuvent exister. Et là, le ministre l'a soutenu.
Et ainsi, dans tout ce qui a suivi sa carrière, il va avoir affaire au communisme et aux problèmes liés aux personnes. Simplement quand même que pour défendre l'intérêt de la France, il a été capable de travailler avec les communistes. Les communistes, la preuve, c'est que Pierre Meunier était communiste, il a travaillé avec lui. Donc c'était, je pense, plus en raison du comportement de certaines personnes que sur une idéologie vraiment anticommuniste. Donc il prend sa retraite et il part dans le Midi en 1982. Il va décéder. C'était quelqu'un de particulier qui avait une très forte personnalité, qui a été toujours proche de ses hommes, à la différence de ses collègues commissaires avec lesquels il a eu maille à partir. Et je vais juste citer deux exemples. Un vite fait, c'est à Chartres. Il y a les Allemands qui demandent au commissaire des renseignements généraux de dresser la liste des Juifs en Eure-et-Loire. Et lui, il lui répond par écrit, si vous voulez le faire, vous le faites. Moi, j'ai d'autres choses à faire, donc je ne le ferai pas. Avouez quand même que c'est du courage. Hein. Et en plus, il a fait virer ce commissaire de police. Il avait entortillé le Baube pour virer ce commissaire de police qui, visiblement, ne rentrait pas dans son champ de sympathie. Autre exemple, lors d'une manifestation à Melun, il y a un commissaire des RG qui était présent sur l'événement. Alors les RG ont la particularité, non pas d'être dans le service d'ordre, mais simplement de rendre compte du nombre de manifestants, des affiches qu'il y a, des revendications, du nombre, enfin bon. Et là, il y a un pavé qui vole et qui atterrit sur le commissaire des renseignements généraux. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Porte, bien fait. C'est bien fait. Voilà. En revanche, près de ses hommes, oui, il l'a été. Il a quand même construit son bateau, 13 mètres de long. C'est lui qui a fait son voilier. Et il l'a fait avec des gardiens de la paix qui étaient dans son commissariat de Melun et qui lui ont donné un coup de main. Et il a réussi à mettre autour de la table tous ces hommes pour partager un moment de convivialité avec, dans ce bateau. Voilà, Charles Porte, c'était un artiste, il peignait, et il avait même fait un jeu d'échecs à partir des figurines de Churchill, d'Hitler. Il avait fait des miradors, et il avait constitué un jeu d'échecs. Voilà, alors je vais me limiter à 1 heure, on y arrive, hein, donc je respecte les horaires pour un moment d'échange. J'ai malheureusement survolé ce qu'il y a dans le livre, parce qu'il y a un passage qui est, à mon sens, intéressant concernant René Hardy et sa mise en cause. Je suis tombé sur un cliché de presse, et j'ai bien observé, je suis retourné à Caluire. J'ai reconstitué la place Castellane, à l'époque elle s'appelait Castellane, avec les arbres. J'ai confronté les déclarations officielles de René Hardy avec les déclarations des témoins qui étaient présents, Madame Comte qui était là, il y avait aussi le cantonnier Rougis, il y avait un monsieur, je crois, qui s'appelait Parillo, il me semble. Donc en recoupant toutes les informations, je ne peux pas dévoiler ici présentement ce à quoi j'ai conclu, parce qu'autrement, le livre ne se vendrait pas. Donc, accordez-moi le bénéfice du suspense, et je ne répondrai peut-être pas forcément à ces questions-là sur Caluire. C'est tout dans le bouquin. Voilà, simplement, une toute petite précision. Ce que j'ai développé, je ne l'ai vu dans aucune approche concernant cette affaire. Moi, j'ai écarté tout de suite le volet politique, à savoir ce qui pouvait être dit sur Jean Moulin. Il est communiste, donc les Américains ne l'ont pas soutenu et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis quelqu'un de base, je regarde le concret. Comment était la place? Comment les gens étaient positionnés? Comment il a fui? Et après, j'ai fait mon développement. Peut-être que ce développement-là existe dans un bouquin, mais je n'ai pas du tout trouvé de traces de ce raisonnement-là. Mais peut-être que j'aurai un retour un jour en disant si, ça a été traité par monsieur Machin, je ne pourrais pas être accusé à ce moment-là de plagiat.
Merci de votre écoute. Et puis maintenant, je vous laisse le micro pour les questions.